Merci à tous de nous rejoindre. Repenser le travail, c'est évidemment le grand sujet qui anime tout le monde aujourd'hui. Et les incitations pour le faire sont multiples. En fait, ce qui se passe après le Covid, c'est un peu pour le marché du travail, ce qui se passe pour le type qui descend l'escalier. Vous savez, il est en train de réfléchir au fait qu'il descend l'escalier, et là, évidemment, il se casse la figure. Mais c'est un peu ça qui nous est arrivé, toute proportion gardée. Et les injonctions sont multiples pour repenser le marché du travail. Il y a d'abord le ras-le-bol absolu des liens de subordination qui apparaissent. Et alors, d'autant plus quand ils sont couplés, et c'est particulièrement vicieux, avec des injonctions au bien-être et au bonheur. Donc, quand on met les deux ensemble, ça devient absolument explosif. Il y a aussi le reporting qui est de plus en plus harassant et compliqué. Et on est dans ce paradoxe où le télétravail libère des temps de transport, mais les nécessités de reporting, finalement, accaparent un temps qui apparaît inutile et comme la traduction d'un manque de confiance, en quelque sorte. Il y a aussi une incertitude qui est généralisée, et une incertitude qui est généralisée pour les seniors en particulier. C'est-à-dire qu'après 50 ans, on est à peu près incertain surtout sur le travail lui-même et son évolution et éventuellement sa promotion, s'il pouvait en exister, ses revenus, sur la date de départ qu'on aura, on ne sait pas, on est soumis aux aléas de l'actualité de l'entreprise et sur le niveau de vie qu'on va finalement avoir. Et puis cette épée de Damoclès qui est celle de la dépendance, qui nous frappe à ce moment-là, puisque c'est l'âge auquel nos parents rentrent dans des situations parfois quand même difficiles. Et enfin, cette angoisse du progrès. Et si vous regardez, c'est assez amusant, parce que les deux événements de la rentrée, depuis le début de l'année, évidemment, c'est la loi sur les retraites, et puis c'est le chat GPT, l'intelligence artificielle. Et les deux interrogent sur le travail. Quel est le travail à l'avenir ? La date de la retraite, du départ en retraite, et est-ce que mon travail et mes compétences vont être mises en cause par une machine ? Et c'est singulier de voir. Et pourquoi ça ? Mais parce qu'en fait, les Français sont peut-être dans le monde la société qui est la plus attachée au travail. C'est quand vous rencontrez des Français, ils vous disent toujours, non pas ce qu'ils gagnent, non pas la région d'où ils viennent, comme en Italie ou ailleurs, mais qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce que tu fais ? Comment ? Et c'est le travail qui permet de se réaliser et d'exister dans la société. Et ça, je crois qu'on le voit dès l'école. Je vais appeler mon jumeau numérique. Alors, est-ce que le salariat a vécu ? C'est une véritable question. Est-ce qu'il faut repenser les contrats de travail ? Ça doit nous occuper aujourd'hui, notamment pour les seniors. Comment on répond aux attentes pour plus de flexibilité, qui est le mot bateau aussi de cette rentrée, mais qui montre une exigence très très forte. Allons-nous vers une généralisation de la gig economy, vous savez, cette économie de chantier, de concert, où on se réunit pour un projet commun et puis on se dissout dès qu'on... Donc c'est un peu la fin de l'entreprise. C'est pas la fin de l'entreprendre, mais c'est la fin de l'entreprise. Est-ce que c'est la fin, pardonnez-moi l'expression, mais elle vient d'économistes américains célébrissimes, des bullshit jobs et de ces boulots inutiles, finalement. Et est-ce qu'on est au bord de tous ces changements ? Il nous faut arrêter évidemment changer nos représentations, mais il y a peut-être un impératif catégorique à le faire. Ce n'est pas simplement des postures de discours, parce que l'activité, le travail et l'activité socialisée sont pour les seniors une fontaine de jouvence. C'est une source de santé absolument inépuisable, d'abord de santé psychologique, d'insertion dans la société et d'être utile, mais c'est aussi une source de santé physique, puisqu'on a pu mesurer que plus l'activité était soutenue, qu'elle soit salariée ou bénévole, le plus longtemps possible, on arrivait à retarder statistiquement de 4 à 5 ans l'âge d'entrée en dépendance. C'est donc une question de santé physique, de santé publique qui est absolument urgente. C'est aussi l'activité des seniors et leur engagement, une source de compétitivité pour les entreprises. Tous les débats, dont le débat précédent, nous l'ont démontré. Et c'est là-dessus que nous allons nous interroger. Et nous avons la chance, pour ce faire, d'être en compagnie de 4 experts formidables, et très talentueux tous les 4. Il y a Laetitia Nodo, qui est la directrice générale adjointe de l'APEC,
Merci beaucoup d'être avec nous. Et il y a Marianne Monchamp, qui est la directrice générale de l'OCIRP. Et l'OCIRP, c'est un organisme interprofessionnel de prévoyance. Alexandre Jost, qui est le président fondateur ou le directeur fondateur de l'Observatoire Spinoza et qui travaille sur le bonheur. Merci d'être avec nous, vous aussi. Et nous avons Jean-Paul Letartre, qui est un président, qui a été un président emblématique. Et je vais commencer par vous, puisque je vois que la lésion est bien établie. Vous m'en excuserez, mesdames, mais on va commencer par vous, qui vous avez été un président emblématique de EY, laquelle est une entreprise emblématique du paysage français. Vous êtes aujourd'hui le président d'Entreprise et Cité, mais vous préférez intervenir, si j'ai bien compris, plutôt sur les enseignements que vous avez retirés de votre expérience chez EY, et en particulier sur cette question de comment pour les collaborateurs, valoriser plus le travail. Oui, merci. Vous m'entendez bien? Très bien. Oui. Je commencerai par dire que Jean-Pierre Letartre, non pas Jean-Paul Letartre, mais ça c'est un détail. Mon jumeau numérique s'appelle peut-être Jean-Paul, mais le vrai s'appelle Jean-Pierre en fait. Bon, alors, on corrigera toutes nos excuses. Ah non, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Donc, en fait, je voulais intervenir, bien sûr, en tant que mon expérience en tant que président d'EY pendant de nombreuses années, sur plusieurs pays européens, mais aussi dans mes activités aujourd'hui où je dirige une plateforme très entrepreneuriale en région, qui s'appelle Entreprise et Cité. Alors, au fond, sur cette question, je vais commencer par peut-être, je vais beaucoup parler de mon vécu. Je suis plus un praticien qu'un expert, et commencer mon vécu par justement le passage entre EY et Entreprise et Cité, quand j'ai pris ma retraite d'EY pour reprendre une autre activité. Beaucoup de gens m'ont dit, puisque juridiquement, je fais partie des seniors, et donc juridiquement, je suis retraité. Beaucoup m'ont dit, ah Jean-Pierre, c'est bien, j'avais plus de 60 ans, 62, 60 ans. Ils m'ont dit, Jean-Pierre, c'est vrai, tu vas enfin en profiter. Et ça m'a beaucoup choqué parce que ça montre bien à quel point aujourd'hui on prend en compte ou la valorisation qu'on donne au travail. Pour que des gens dans mon environnement, après une carrière qui très modestement, on peut pas dire que j'étais à la chaîne pendant 40 ans, on dit tu vas enfin en profiter. Ça montre bien à quel point où on porte le mot travail. On vous dit toujours vous allez vous tuer au travail. On ne vous dit jamais vous allez vous tuer au repos. Et donc je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on se rende compte que dans notre société, on a abîmé le mot travail. D'ailleurs, je dis ça à mes interlocuteurs quand ils me disaient cela. Je disais, te rends compte, tu dis ça devant tes enfants, un mec comme moi qui a sa carrière et qui va enfin en profiter à 62 ans. C'est incroyable. Donc, effectivement, il faut, et ça ne date pas du Covid, ça date depuis de nombreuses années où petit à petit, on a miné, au fond, tout ce que vous avez dit sur l'importance du travail, l'épanouissement que peut apporter le travail, tout ce qu'on a pu dire, tout ce que vous avez pu dire au début, très justement d'ailleurs, sur le travail. Et donc, effectivement, il faut d'abord se dire que nous avons aujourd'hui abîmé fortement le sens et le mot du travail. Pour en venir aux questions d'aujourd'hui sur comment faire pour y revenir, ou comment faire pour attirer dans les entreprises les collaborateurs et les retenir par le travail. Alors, je ne vais pas passer un temps considérable à vous parler du sens au travail, puisque effectivement, aujourd'hui, on parle de ça, il faut que l'entreprise ait un sens, donner un sens au travail, mais plutôt vous donner quelques pratiques ou quelques sujets, projets que j'ai pu mener. La première chose que je voudrais dire, c'est que il faut tenir compte de quelque chose qui a beaucoup évolué par rapport à ma génération quand j'avais 30 ans, c'est que autant je pense qu'il faut revaloriser le travail, autant le travail n'a plus la même place qu'il avait avant dans la satisfaction des femmes et des hommes. D'ailleurs, c'est très intéressant de voir historiquement, dans l'histoire de management, on disait dans les entreprises, il faut de l'empathie, on est une équipe, le travail en fait occupe votre vie, c'est ça qui va vous faire grandir. Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas que le travail. Aujourd'hui, il faut accepter que les jeunes veulent avoir une vie familiale, bien sûr, comme nous à l'époque, mais aussi une vie d'engagement, une vie sociétale, une vie sportive, au même titre que leur vie de travail. Et donc, dans la façon dont on manage les collaborateurs, il faut donner du sens au travail, mais il faut accepter qu'ils ont des autres vies.
et que le travail n'est pas tout. Et ça, c'est différent par rapport à ce que nous avons connu. Donc, c'est très important. Oui, j'avais récemment, je participais à un séminaire où il y avait justement, vous savez, souvent de amis militaires qui sont d'excellents managers, me faisaient tout un déploiement, un développement autour du travail. Vous savez qu'on est une équipe dans un sous-marin, dans une équipe de campagne, en guerre, etc. L'important, c'est l'équipe, on est tous ensemble, etc. Je dis que tout ça, c'est vrai, mais il faut dans l'entreprise accepter aussi que la personne peut avoir une vie sportive, par exemple. Moi, je me rappelle avoir donné des congés à des gens qui faisaient l'entraînement pour participer aux Jeux Olympiques, ou une vie sociétale, donner de temps en temps la possibilité aux gens de faire leur engagement sociétal auprès de telle ou telle association. Donc, effectivement, l'épanouissement, ce n'est pas dire le travail toute votre vie. Deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que je pense que, je ne sais pas combien de temps j'ai, vous me direz, mais... Allez-y, et puis on vous redonnera la parole si vous arrêtez après. L'autre chose que je voulais vous dire, c'est qu'il faut, dans les modes de management, redonner, j'allais dire, de l'entrepreneuriat au travail. Et je dis ça dans les PME, bien sûr, c'est plus facile, et dans les grands groupes. Et pour moi, j'ai trois thématiques. C'est qu'il faut, au fond, un mode de management avec trois notions. Il faut pouvoir donner aux personnes leur possibilité d'être entrepreneurs de leur temps, entrepreneurs de leur carrière et entrepreneurs de leur rémunération. Alors, une fois que j'ai dit ça, je vous donne trois exemples. Entrepreneurs de leur temps, alors aujourd'hui, on va dire que c'est le télétravail, mais en 2015, donc bien avant le Covid, on avait mis en place chez EY la possibilité de télétravailler, mais non pas après autorisé, de façon assez libre, du moment que le travail était fait. Donc, vous faisiez confiance, et la personne qui devait partir pour aller chez le médecin, chercher les enfants à l'école, quand il partait à 4 heures de l'après-midi, vous savez que dans ces entreprises, on travaille beaucoup, on ne lui disait plus, tu vas prendre ta journée. Ce qui était souvent les propos qu'on pouvait dire. Non, il partait et c'était valorisé. Et d'ailleurs, on avait fait des vidéos assez humoristiques et ironiques auprès des comportements managériaux qui fait que les gens qui partent, qui viennent pas le samedi sont considérés comme des fainéants ou qui ne travaillent pas jusqu'à 22 heures sont considérés comme inaptes au travail. Donc, il faut prendre de la flexibilité, comme on dit aujourd'hui, par la possibilité de prendre, quand on en a besoin, le temps qu'il faut pour exercer ses autres vies. Le deuxième point, c'est entrepreneur de sa carrière. Et ça, je crois qu'il faut laisser aussi la possibilité et des ouvertures à des possibilités de gagner plus ou moins, oui, en fonction des moments où on doit faire d'autres choix. Je me rappelle très bien d'un collaborateur, un excellent collaborateur, qui m'avait dit, ça c'est dans les années pas récentes, 2010, 2012, je pense, qui était venu me voir et qui dit, écoutez, moi je m'en vais, alors que c'est un excellent collaborateur, je dis, c'est dommage que vous partiez, parce que je prends un travail moins stressant, parce que c'est le temps de ma femme maintenant de prendre le travail stressant. Ouais. Et tous les 3 ans, il changeait. Donc, je vais m'occuper plus de ma famille, je vais rentrer à des heures plus régulières, et c'est ma femme qui prend un job un peu plus impliquant. Et je me suis dit, mais au fond, pourquoi moi, je n'ai pas la possibilité de vous offrir des possibilités de carrière où justement, pendant quelques temps, vous aurez une partie de votre travail qui sera moins sous stress. Donc, c'est la possibilité de décider d'être entrepreneur de sa carrière, et c'est aussi, bien entendu, les éléments de formation, et tout autre. Et d'ailleurs, quand on parlait des anciens tout à l'heure, j'écoutais juste la fin de la table ronde précédente pour les seniors. Moi, je crois qu'un des sujets qu'on a avec les seniors, c'est qu'il y a tout ce qu'on a dit est vrai, mais on ne dit pas aussi suffisamment tôt aux personnes quand elles n'ont plus un avenir professionnel dans l'entreprise dans laquelle elles sont. Moi, je préfère dire à quelqu'un à 45 ans, je pense qu'aujourd'hui, je ne vais plus avoir la possibilité de t'offrir d'évolution de carrière. Il est temps que tu cherches ailleurs. Plutôt que de lui dire à 55 ans où c'est plus compliqué pour lui de se replacer. Et donc, moi, je vois qu'on ne dit pas suffisamment aux personnes, aux collaborateurs, je pense que pour ton évolution, maintenant, on ne correspond plus à ton besoin. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas bon, ça veut dire que l'entreprise ne correspond plus à ton besoin. Et donc, il est temps d'aller chercher ailleurs. Ce discours de franchise est un peu difficile dans les entreprises, mais il est vraiment un signe de management, justement, de la carrière de la personne. Et enfin, entrepreneur de sa rémunération, ben là, c'est donner la possibilité aux personnes de gérer leur implication, de gérer des temps aussi de sortie pendant une certaine période, mais avec des conséquences sur leur rémunération. Et vous voyez, ces 3 éléments d'entrepreneur de son temps, entrepreneur de sa rémunération, entrepreneur de sa carrière, sont les éléments
d'une gestion qui est un peu différente de ce qu'on a fait dans le passé, où on était assez monolithique et sur une période consacrée entièrement au travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Et j'insiste, c'était passionnant. Je vais maintenant me tourner vers Laetitia Naudot, qui vous êtes directrice générale adjointe de l'APEC. Et l'APEC, c'est un outil fabuleux d'observation du marché du travail, au moins pour les cadres, et des tendances qu'il suscite. Et vous avez remarqué qu'il y avait de plus en plus de demandes pour des formes de travail alternatifs. Alors ça nous intéresse, et en particulier les seniors. Alors évidemment, ça, c'est le sujet qui nous passionne. Allez-y. Oui, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Alors peut-être repréciser en termes de contexte pourquoi est-ce que cette demande d'information émerge sur les formes alternatives d'emploi, sur les autres formes d'activité. Parce que, et ça a été déjà en partie dit dans la journée, il y a bien une difficulté spécifique pour les seniors au maintien dans l'emploi et au recrutement. Si je fais un petit zoom spécifique sur les cadres, puisque c'est la mission principale de l'APEC, je vous redonne quelques chiffres qui sont importants pour caractériser cette spécificité senior. D'abord, si on regarde le taux de chômage, avec un taux de chômage de 4%, pour les cadres, on voit bien que cette population cadre est moins à risque que l'ensemble des actifs sur le risque chômage, puisque pour l'ensemble des actifs, c'est plus de 7%, vous le savez aujourd'hui. Mais cette situation plutôt favorable, elle cache un certain nombre de situations diverses, et elle cache surtout des situations beaucoup plus difficiles, notamment justement pour les seniors, pour les plus de 55 ans, puisque chez les cadres, le taux de chômage des 55 ans et plus atteint justement 7%, contre les 4% pour l'ensemble des cadres. Et ça, c'est quelque chose de très particulier, puisque pour le reste de la population, le taux de chômage des seniors est au contraire plus faible que le taux de chômage des plus jeunes. Donc c'est vraiment une spécificité cadre d'avoir un taux de chômage plus fort chez les seniors. Et on a donc aujourd'hui, en France, un vivier, j'ai envie de dire, un vivier de compétences de plus de 100 000 cadres demandeurs d'emploi. Je précise aussi que plus de la moitié d'entre eux sont demandeurs d'emploi de longue durée, demandeurs d'emploi depuis plus d'1 an, et ça aussi, c'est une spécificité cadre. Donc on a aujourd'hui un vivier de plus de 100 000 cadres qui sont disponibles, qui recherchent un emploi, alors que dans le même temps, et vous le savez bien, on a des très grandes difficultés de recrutement chez les entreprises aujourd'hui. On a des très grandes tensions. Aujourd'hui, on a 80% des entreprises qui disent rencontrer des difficultés de recrutement. Et l'année dernière, il y a même un quart des entreprises qui nous disent avoir renoncé à un projet de recrutement cadre compte tenu de l'absence de candidats. Donc un paradoxe. Donc on voit bien un paradoxe entre ce vivier de personnes qui sont compétentes, expérimentées, engagées, autonomes, et les difficultés de recrutement qu'on voit par ailleurs. Donc ça, je trouve que c'était important de le rappeler. Alors pourquoi est-ce qu'on a cette situation particulière? Clairement, ça a été dit tout à l'heure, parce que l'âge est un élément de discrimination évident sur le marché de l'emploi. Et peut-être juste pour préciser, l'âge est avec le sexe le premier motif déclaré de discrimination au travail dans le baromètre défenseur des droits OIT. Et pourtant, la discrimination sur l'âge ne représente que 10% des saisines du défenseur des droits. En fait, on voit là à nouveau un paradoxe où finalement la discrimination sur l'âge est tellement intégrée, banalisée, qu'on ne pense même plus à s'en défendre et par exemple à saisir le défenseur des droits. Donc vraiment des choses qui me semblent tout à fait importantes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bien que l'espérance de vie augmente et que l'âge du départ en retraite recule, eh bien on voit que les stéréotypes, eux, restent bien ancrés et bien présents. Donc on voit, avec ces différents éléments de contexte que je viens de vous rappeler, une difficulté particulière
pour les salariés seniors et notamment les cadres seniors à se maintenir dans leur emploi ou à retrouver un emploi lorsqu'ils se retrouvent en situation de chômage. Et c'est pour ça qu'émerge une demande de plus en plus forte, assez récente, mais de plus en plus forte, une demande d'information au moins sur les nouvelles formes d'emploi, les nouvelles formes d'activité. On voit en fait que du côté ces emplois alternatifs, comme vous les appelez, qu'est-ce que c'est exactement? Alors c'est des choses très variées, donc le micro-entrepreneuriat, qui est la forme principale, donc bien la sûr. Micro-entreprise. Exactement. La portabilité, le portage salarial, le management de transition, le temps partagé, voilà, toute une variété de possibilités aujourd'hui, finalement, de créer son propre emploi sous des types de contrats variés, des modalités de travail différents du salariat. On voit quand même que, alors je parle à nouveau des cadres, toutes nos études, tous nos observatoires sont centrés sur cette population, mais ça vous donne une vision globale malgré tout. On voit que les cadres restent très attachés au salariat. Globalement, 65% des cadres restent très attachés au salariat et ça monte chez les seniors à 71%. Donc on voit bien un attachement particulier des cadres et des cadres seniors au salariat, avec derrière en particulier l'attachement à la sécurité du revenu régulier, à la protection sociale et aux congés payés. Rien de très étonnant à ça, mais toutes nos études le confirment. Donc 71% des cadres seniors qui restent très attachés au salariat, malgré tout, on a 29% des cadres seniors qui aujourd'hui se disent tout à fait ouverts à d'autres types d'emplois, mais il manque cruellement d'informations. Ça, c'est aussi nos études qui nous le montrent. La micro-entreprise, ça commence à être un peu connu, mais dès qu'on passe sur d'autres types, portage salarial ou autre, on manque vraiment d'informations. Et donc, c'est le premier manque qu'on a essayé de combler du côté de l'APEC avec une offre de services, des webinaires, des ateliers qui permettent à tous ceux que ça intéresse d'avoir plus d'informations sur ces dispositifs et surtout de travailler sur comment intégrer ce type de contrat, ce type de modalité de travail dans son futur projet professionnel. Oui. Il y a aussi le cumul emploi-retraite sur lequel on manque d'informations. Il n'est pas utilisé parce que personne ne sait comment l'utiliser. Ce n'est pas le DRH qui va vous l'expliquer et surtout on ne lui pose pas la question. Et pourtant, en ce qui concerne les cadres à nouveau, un cadre sur deux se dit clairement intéressé par l'idée de cumul emploi-retraite. Et donc là, on a sur ces différents types de nouvelles, ces formes alternatives d'activité, on a vraiment des solutions pour répondre à cette attente. Donc ce besoin d'information, il est vraiment crucial. Et je pense que c'est le premier pas pour permettre aux seniors, notamment, de se projeter, ça me fait penser à une petite anecdote, de se projeter sur la suite de leur parcours. J'en profite pour vous dire, ces ateliers et ces webinaires autour des nouvelles formes d'activité, on les a mis en place en début de l'année 2021. Et quand on les a construits, quand on les a proposés, on les avait vraiment imaginés comme étant une offre pour les seniors. Alors, elle n'était pas logotée senior, mais on les avait vraiment imaginés comme ça, ces ateliers. Et puis on s'est rendu compte au final que c'était pas la majorité de nos clients qui étaient seniors sur ces ateliers et que finalement les plus jeunes étaient également bien sûr très très demandeurs de ces nouvelles formes d'emploi. Oui, mais j'en profite, pardon, je vous en prie. Non, mais c'est évident, mais c'est parce qu'elle représente plus de flexibilité, ce que tout le monde attend. Exactement. J'en profite quand même pour redire, c'est évident, mais on parle parfois, quand on parle des seniors, quand on parle des 55 ans et plus, on parle parfois de dernière partie de carrière. C'est vrai, on construit son projet pour cette dernière partie de carrière. Mais il faut quand même se rappeler que cette dernière partie de carrière, c'est un quart
de sa vie professionnelle. C'est pas la Oui, toute c'est fin, pas un détail. Quand on est cadre, qu'on a 55 ans, on a encore clairement au Mais il moins manque 10 une ans projection, de quand même. carrière et Ouais. donc un quart de sa vie professionnelle devant soi. D'où la nécessité de retravailler vraiment son projet pour ce dernier quart de sa carrière. Ouais. Il y a quelque chose que les sociétés savantes et les universités font depuis la nuit des temps, qui est l'éméritat. Et qui est pas donné à tout le monde. Hein. Devenir émérite, c'est pas si facile que ça. Mais ça a quand même le mérite de donner une continuité et de finalement de permettre encore de la formation et un développement et une projection dans l'avenir. Et ça me semble extrêmement important pour casser cet effet de... Alors, cette importance d'attachement au statut de salarié, Marianne Monchamp, il est quand même le reflet de l'importance, peut-être exagérée, mais qui est quand même réelle, attachée à la protection sociale, et en particulier à la prévoyance, et à l'idée que plus on avance dans les âges de la vie, plus on a besoin de protection contre les accidents de la vie. Et pour vous, dans votre réflexion, ça se couple avec une réflexion sur la prévention. Oui, absolument. Bonjour à tous. C'est le cas et en écoutant ce qui vient d'être dit par la personne qui vient de me précéder, Laetitia, pardonnez-moi, Nodo, je pense que besoin d'information, ça a été dit, mais aussi besoin d'anticipation. Et au fond, la difficulté dans l'emploi de ceux qui avancent en âge, c'est que s'il n'y a pas eu, au fil du parcours professionnel, une capacité d'anticipation des situations futures, ce n'est pas au moment où les effets de l'âge se font sentir et où, comme on dit, la dernière partie de la carrière s'annonce, qu'on va être en capacité de résoudre une équation parfois compliquée, parce que l'environnement professionnel peut devenir assez discriminant, au fond. Et c'est là qu'on peut en effet raccrocher la pertinence d'un modèle de protection sociale qui s'intéresse à l'anticipation. Force est de constater que notre modèle de protection sociale, il est beaucoup orienté vers la réparation, parfois vers la compensation, mais que sa capacité à proposer une dimension d'anticipation, elle n'est pas aussi nette que cela. Et c'est précisément ça la vocation de la prévoyance. Prévision, prévoyance et naturellement prévention. Et au fond, ce que je pense, mais très profondément, c'est que dans une société du vieillissement, nous avons intérêt collectivement à nous intéresser vraiment à la dimension de l'anticipation dans le modèle de protection sociale. Parce que si nous ne le faisons pas, ne doutons pas que nous rencontrerons quelques murs démographiques qui risquent de troubler un peu la fête des équilibres des comptes sociaux, je dis ça en passant, mais également parce que nous mettrons un certain nombre de nos concitoyens dans une situation d'impasse qui est aujourd'hui une des raisons pour lesquelles certains d'entre eux sont en train de marcher entre oui, et qui finalement coûtera très cher à tout le monde et à l'État. Et qui coûte très cher et qui se traduit tout de même par une forme de désespoir collectif, qui est ce renoncement à être reconnu pour un apport singulier qui est sa contribution à l'intérêt général. Et c'est la raison pour laquelle, si vous voulez, dans l'organisation qui est la mienne et dont vous avez bien voulu rappeler le titre tout à l'heure, l'OCIRP, qui est une union d'institutions de prévoyance, nous sommes en train de réfléchir précisément à cette dimension nouvelle de la prévoyance, à ce nouveau dessin de la prévoyance qui permet de soutenir l'autonomie de nos concitoyens, qui permettra peut-être, si nous sommes un peu dégourdis, de nous arrimer à la nouvelle 5e branche de la sécurité sociale et de proposer pendant l'âge actif à nos concitoyens de pouvoir bénéficier, quand ils sont salariés, quand ils s'outillent dans les branches professionnelles, ce qui est notre vocation à nous à l'OCIRP, eh bien de capacité à bénéficier de formes de prévention primaire du vieillissement. Parce que la prévention, on en parle tout le temps, on en parle essentiellement sur le registre AT-MP. Et aujourd'hui, c'est un sujet qui est bien convoqué par le décideur public, tellement il est important, en effet, d'accompagner la vie au travail de tout ce qui va relever de la prévention AT-MP, je dis ça pour faire court, et de la prévention en santé. Mais la prévention dont je parle, c'est d'une autre forme de prévention. Celle qui explique qu'on devient vieux, non pas au motif qu'on a fêté et soufflé sa 80e bougie ou sa 75e bougie, mais tout simplement parce que la vie a provoqué des phénomènes qui sont des phénomènes d'altération,
de transformation, devrais-je dire, de transformation d'un état physique, d'un état psychique, d'une situation sociale, et que ce continuum d'évolution, s'il ne fait pas l'objet d'une anticipation et d'un repérage par des mécanismes de prévention primaire, c'est-à-dire dans lesquels la personne est elle-même très impliquée, auxquels elle consent, et dans lesquels elle est un acteur déterminant, alors nous devrons, c'est certain, faire face à des effets du vieillissement que nous ne souhaitons pas. Et comme, si j'ai bien compris, nos concitoyens n'ont pas envie de se retrouver tous dans une réunion de fin de vie en EHPAD, il me semble que c'est le message qu'ils nous ont adressé collectivement, eh bien je pense que cet enjeu-là, il est absolument indispensable, et je pense que notre système de protection sociale doit s'en saisir, et que le dialogue social, à travers, je dirais, toute la responsabilité du dialogue social, dans les branches professionnelles en particulier, peut permettre cet avènement, au fond, d'un modèle plus dans l'anticipation que celui que nous connaissons aujourd'hui. C'est passionnant. Ça me rappelle la citation de Groucho Marx que faisait Sibylle ce matin, qui est dans tout jeune, dans tout vieux, il y a un jeune qui se demande ce qui s'est passé. C'est exactement ça, et on a toujours raison de convoquer Groucho Marx. Alors, cette histoire finalement d'assurer l'autonomie, de prévoir l'autonomie, oui. De prévoir l'autonomie pour garantir plus de flexibilité, c'est quelque chose que vous avez observé dans vos enquêtes, Alexandre Jost, et dans vos analyses, puisque vous défendez beaucoup l'idée d'une plus grande flexibilité sur le marché du travail. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Effectivement, dans l'un des travaux qu'on a réalisé avec l'Institut Think et Norstat, nous à la Fabrique Spinoza, qu'on a appelé l'indice de QV2T, l'indice de qualité de vie en télétravail, donc pour capturer toutes les formes de travail possibles, eh bien, on révèle que les Français ont besoin d'encore plus de flexibilité. On parle d'hyper-flexibilité. Et peut-être pour revenir un peu en arrière, se demander d'où ça vient, eh bien quand même, pour nous surprendre un petit peu, il est 15h30, donc c'est le moment où on a un petit affaissement de notre vigilance, eh bien se rappeler que lorsqu'on demande aux Français, pendant le confinement, est-ce que vous êtes sentis libres ? Eh bien en avril 2020, les Français répondent oui, et ils se sont sentis plus libres qu'avant le confinement. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une transformation des relations de travail, une horizontalisation grâce au digital, un changement des rapports managériaux. Et François-Xavier, vous qui êtes un amoureux de la science, il y a ce sociologue Gerd Hofstede qui rappelle que nous sommes le pays de l'OCDE avec le plus haut indice de distance hiérarchique. D'après ce Gerd Hofstede, il mesure la capacité à accepter le poids hiérarchique. La France, on n'aime pas du tout ça. On a une note qui est à 68 sur 120. On est le pays le plus élevé. Alors heureusement, il y a la Chine et la Russie qui ont un indice de verticalité plus important. Et je vous partage ça pour souligner le fait que lorsque tout d'un coup, le confinement arrive, paradoxalement, eh bien, un sentiment de liberté professionnelle accru se développe. Et donc, ce besoin de flexibilité, il est majeur. Et la question que l'on peut poser, c'est dans cette nouvelle manière de voir le monde, nouvelle manière de travailler, est-ce que cet hyper besoin de flexibilité ne peut pas être aussi au bénéfice des seniors ? Parce que finalement, quand on a, comme moi, on a un senior au travail, j'ai plus de 45 ans, on a peut-être une plus grande capacité à comprendre ce qui est bon pour soi, à auto-diriger son organisation du travail, à décider s'il faut je travaille maintenant, là, prendre 3 jours, etc. Et donc, ça me paraît intéressant de se dire qu'il y a la rencontre entre un besoin de l'entreprise et un besoin des seniors sur ce sujet. Et rappelons que c'est aussi au service de la performance de l'organisation. Formidable, merci beaucoup. Je voudrais vous redonner la parole, Marguerite Monchamp, parce que vous nous avez évoqué, vous aviez en tête des modèles d'organisation plus horizontaux, ce qui rejoint exactement les propos d'Alexandre. Vous pouvez nous en dire un peu plus rapidement, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps sur ces modèles. Il y a ceux qui existent et ceux auxquels on peut penser. Ceux qui existent, ce sont tous les modèles qui reposent sur ces approches du management hybride, qui privilégient précisément la transversalité, la communauté de projet, le raccourcissement
au fond, des échelons hiérarchiques. Il y a, par exemple, dans des domaines comme celui très, très tendu aujourd'hui de l'aide par le travail, et Myriam aurait pu en parler très, très longuement, le modèle Buurtzorg qui permet, par exemple, à des auxiliaires de vie de s'organiser, d'être en vérité des intrapreneurs dans une organisation de type service d'aide à domicile, avec des résultats prodigieux à la fois sur leur qualité de vie au travail, mais aussi sur la pertinence de la réponse qu'elles apportent aux personnes. Oui. Mais si on va au-delà, je pense qu'une question tout à fait fondamentale qu'il nous faut adresser, c'est celle de ce fameux lien de subordination dont on a parlé tout à l'heure et qu'il faut re-questionner, parce que n'oublions pas qu'il agit à deux niveaux. D'abord parce qu'il est une contrainte, mais qu'il est une puissante source de discrimination. On a tendance à discriminer tout ce qui est moins subordonné dans les organisations. Et donc, ne négligeons pas les faits que les femmes ont pu subir à certains égards des discriminations liées au fait qu'elles pouvaient apparaître comme moins subordonnées parce qu'elles ont des enfants à la maison à garder, que les plus seniors sont moins subordonnés parce qu'ils sont en train déjà de regarder ce qui va se passer après, que nos concitoyens en situation de handicap sont moins subordonnés parce qu'ils ont d'autres arbitrages à faire. Bref, cette spécification du lien de subordination est une profonde source de discrimination. Et je ne peux pas m'arrêter avant de parler de cette articulation sur, au fond, la réflexion que nous devons avoir sur le travail versus l'œuvre. Il va nous falloir repenser le travail comme la manière de produire une œuvre avec un sens, avec une esthétique qui donne de la valeur, au fond, à cette contribution au bien commun. Oui, c'est l'histoire de la gig economy. C'est réunis ensemble sur un projet commun. C'est exactement ça. Jean-Pierre Le Tart, est-ce que vous pouvez nous réagir sur tout ça? Parce que c'est vos sujets, et on voit bien qu'on est là devant un champ de recherche qui est nouveau, qui s'ouvre au Club Landois, et on aimerait beaucoup votre aide pour développer ce champ de recherche. Je dois dire que je suis ravi d'entendre qu'effectivement, la question de liberté, d'entrepreneuriat sont bien présents dans cette table ronde, justement comme un élément qui va donner au travail son attractivité et l'épanouissement qu'en attendent aujourd'hui les générations au travail. Hein. Je suis absolument ravi d'entendre ça. Et je pense qu'effectivement, ça a un corollaire, ça, double corollaire. C'est qu'il faut que l'entreprise, et notamment le chef d'entreprise, le manager, agit plus sur la confiance que sur la subordination, comme vous disiez, madame, ou le contrôle, donc plus sur la confiance. Et ça veut dire aussi que notre réglementation de l'environnement du travail soit plus sur la confiance que dans la réglementation du détail de la vie professionnelle. Parce que je vous rappelle que, par exemple, le droit à la déconnexion, pour vous donner un exemple, ou les horaires, ou la réglementation du travail ne facilite pas tellement ce qu'on vient de dire là. Et on pourrait citer d'autres exemples. Bien sûr. J'en rajouterai un autre point, c'est que, qui parle plus particulièrement sur l'emploi des seniors, c'est qu'il faut bien voir aussi les obstacles pour l'entreprise de recruter des seniors. Et il y en a un, quand même, qui est réel, c'est notre vision, qu'on peut comprendre d'ailleurs, hein, qui est d'une certaine stabilisation de la rémunération ou d'une vision de rémunération toujours meilleure. Il est vrai qu'à partir d'un certain âge, si on est moins impliqué, si on passe moins de temps, peut-être que la rémunération peut être différente. Oui, c'est ce qu'on voit dans beaucoup de pays européens d'ailleurs. Voilà, et c'est un obstacle aujourd'hui parce qu'en France, c'est considéré en dehors même d'une question de niveau de vie, infamant d'avoir sa rémunération qui baisse. Alors que peut-être qu'en travaillant moins et en faisant d'autres choses à côté, on puisse accepter une baisse de sa rémunération. Et François-Xavier, moi j'ai quelques convictions à partager parce que je vois que le temps s'arrête. Oui, mais il faut répartir le temps de parole de manière équitable aussi. J'ai vraiment des passions à partager. Il y en a une, on a beaucoup parlé de mécénat de compétences aujourd'hui. Je crois que c'est une clé vraiment importante. C'est une clé importante et nous, si on y allait franchement en tant que think tank, on irait jusqu'à proposer un droit opposable au mécénat de compétences et pourquoi pas en particulier pour les seniors au travail,
Rappelez que le mécénat de compétences, on le voit comme une danseuse parfois. Le mécénat de compétences, c'est profondément utile pour l'organisation parce que c'est au bénéfice de retrouver encore plus de sens pour le collaborateur. Et d'après l'Université de Toulouse, le Mirail 2, quand on va en faire du mécénat de compétences, on revient avec un panel élargi de compétences. Et ça peut donc être au service de l'organisation et d'un aménagement du travail pour les seniors. Deuxième conviction à partager. Moi, je crois au concept, on a voulu donner un petit nom, le temps partiel à haute valeur ajoutée. Quand la société d'ingénierie A-System française crée une task force qu'ils appellent les Space Cowboys avec 21 seniors au travail, elle dit « Nous avons dans notre organisation des problématiques extrêmement complexes. On ne peut pas les confier à des jeunots. » Et c'est sans jeunisme que je dis ça. Ou enfin, je ne sais plus si jeunisme, ça veut dire... je suis emmêlé parce que agisme, c'est contre les jeunes, contre les vieux, et jeunisme, enfin, on s'est compris. Bref, et donc, ces gens-là, pourquoi est-ce que les Space Cowboys, on les envoie? C'est pas le top exécutif, c'est juste des seniors au travail. Parce que, science à l'appui, les seniors ont plus de compétences, notamment de sagesse, et ce mot n'est pas dévoyé, on parle de géronto-transcendance. C'est-à-dire que quand on demande à un senior d'examiner une montagne, on lui demande quelle est la pente de la montagne. Il note ça avec un angle, un secteur angulaire. Il répond plus justement qu'un jeune. Parce qu'il a plus vécu, il a plus d'intelligence émotionnelle, il génère plus d'ocytocine qu'un jeune. Ce qui veut dire qu'il a une plus grande capacité à l'empathie, voire même à l'amour. Rappelons que d'après la Harvard Business Review France, la compétence numéro 1 du manager de demain, c'est l'intelligence émotionnelle. Ça n'est pas la compétence technique, la compétence analytique, synthétique, c'est l'intelligence émotionnelle. Merci. Les seniors, ils ont tout ça. Et je termine parce que c'est un plaidoyer pour les personnes âgées. Et pour concilier toutes ces idées, ce qu'il nous faut, c'est des dispositifs qui permettent de préparer la fin de carrière, mais aussi la retraite. Et nous proposons à Farwig Spinoza la création d'une agence de l'engagement senior, ou, dit différemment, un contrat engagement senior. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on arrive sur la fin de son travail, Parcoursup des seniors. Merci. On soit informé. On va terminer maintenant parce qu'on tient les horaires et on n'a peut-être pas répondu à toutes les questions du début. On voit bien qu'on a esquissé, grâce à vous et à votre talent, esquissé le sujet. On n'a pas refait de nouveau contrat de travail ni un nouveau code du travail, mais on a souligné la nécessité de le faire évoluer. Je vous remercie tous les quatre et à très bientôt.